jailbreak. Bienvenue au club de fiscalité. S'il vous plaît, éteindre le son de vos appareils électroniques. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? Français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Lafontaine, je suis comptable, je travaille chez Gestion Privée Group Investors. Bonjour, Benjamin Lompré, je travaille comme fiscaliste chez la Ville. Bonjour, Marc-Antoine Reyne, je suis CFA, puis je suis directeur régional au groupe Investors. Bonjour, Jean Paquin, comptable agréé, gestion privée groupe Investors. Donc, en affaires, il peut être important d'innover, d'investir, d'acquérir une entreprise ou même de devoir céder son entreprise afin de répondre à ses besoins personnels ou ses ambitions de carrière. On n'a qu'à penser à l'acquisition de Cogeco Métro Média par Bell Media pas plus tard que cette semaine. C'est le cas de votre entreprise, c'est votre cas alors que vous désirez acquérir une entreprise, une belle opportunité de carrière s'offre à vous, soit l'acquisition de portes et fenêtres McShane. Donc, premièrement, en ce qui concerne le plan de la présentation, on va premièrement commencer avec l'évaluation de l'entreprise. Il faut savoir que quand on veut acquérir une entreprise, c'est important d'avoir une évaluation de celle-ci. On n'avait pas d'évaluation faite, donc on a fait une brève évaluation afin que vous puissiez mieux comprendre combien vous devrez débourser. Ensuite, en ce qui concerne l'acquisition de l'entreprise, on vous a fait une recommandation qui répond à vos demandes. Puis, on a un financement à vous proposer. On a différentes méthodes de financement, mais c'est important que vous compreniez qu'on en a une qui est spécifique pour vous. Finalement, on va aborder des ajustements fiscaux, puis votre situation financière personnelle. Donc, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter aux membres de mon équipe, Alexa Ahmed, Lisanne Sanson, ainsi que moi-même, Bruno Legault. Donc, pour commencer, avec l'évaluation de l'entreprise Portes et Fenêtres McShane, c'est important de comprendre qu'on va aborder deux méthodes d'évaluation, soit la méthode de l'actif net, puis la méthode des bénéfices caractéristiques capitalisés. Donc, tout d'abord, pour commencer avec l'actif net, il y avait des ajustements qu'on va apporter en ce qui concerne les actifs qu'on va acquérir. Donc, premièrement, il y a un solde de CDC de 72 000 qu'on va pouvoir venir réduire de l'encaisse. Puis, il y a des placements d'un montant de 1 843 000 que nous, on désire personnellement pas vouloir acquérir et que M. McShane va probablement vouloir garder pour lui. Donc, on les a enlevés de l'actif pour nous donner un ajustement de 1 915 000, ce qui va nous donner un actif de 12 500 000 auquel on va soustraire notre passif à la juste valeur qui était de 2 400 000 pour nous donner une valeur de l'actif net de 10 millions. Maintenant, la méthode des bénéfices caractéristiques capitalisés. Pardon. C'est une méthode qui est un petit peu plus complexe. Il y a une stabilité au niveau des ventes, soit 94-95 millions depuis les 2 dernières années. Donc, c'est pourquoi on a opté pour cette méthode. Puis, votre chiffre d'affaires a une légère augmentation, soit de 4 millions par rapport à l'année 2014. Par contre, votre résultat a connu une grande baisse, soit environ 800 000 cette année par rapport à l'année 2014. Donc, ça nous porte des interrogations par rapport à la stabilité en ce qui concerne les résultats. 2 années, ce n'était pas beaucoup, mais c'est ce qu'on avait, donc c'est ce qu'on a utilisé pour faire l'évaluation par la méthode des bénéfices caractéristiques capitalisés. Donc, on a pris la moyenne des 2 dernières années des résultats, qui va nous donner une moyenne de 1 440 000 pour les résultats de 2014 et de 2015. Maintenant, il fallait trouver un facteur de capitalisation. Donc, on a pris les intérêts sur la dette pour nous donner des taux. On a pris les 2 dettes des 2 derniers exercices qui nous donnaient un taux de 17 % et de 34 %, qu'on a fixé une moyenne à 25 % pour trouver notre facteur de capitalisation de 4.
Donc, la moyenne des résultats fois notre multiplicateur va nous donner une valeur de 5 761 000. Ce qui est étrange parce que la valeur des bénéfices caractéristiques est inférieure à la méthode de l'actif net, ce qui ne devrait pas être le cas. Par contre, ça s'explique en raison, à cause de, vous avez un immeuble que vous avez acquis qui prend grandement de la valeur dernièrement. Donc, les actifs, vos valeurs d'actifs augmentent et augmentent. Par contre, vos revenus d'entreprise n'augmentent pas avec cet actif-là. C'est ce qui explique la différence. Donc, on a fixé la valeur de l'entreprise à 8 millions afin que vous puissiez mieux comprendre nos recommandations par la suite. Par contre, lorsqu'on parle d'évaluation d'entreprise et d'acquisition d'entreprise, c'est important de comprendre qu'on va mettre une vérification diligente. Une vérification diligente, en fait, c'est de certifier les informations financières, puisqu'en ce moment, les états financiers qu'on avait n'étaient pas audités. On n'avait aucune idée par rapport à la certification de ces informations. Donc, les valeurs des actifs et des passifs pourraient changer, ce qui changerait aussi la valeur de la méthode de l'actif net qu'on a trouvé. Puis, les éventualités. On ne connaît pas le passé judiciaire de l'entreprise. Une vérification diligente va nous permettre de connaître ses antécédents judiciaires afin de se protéger face à des poursuites éventuelles. Maintenant qu'on a une idée de la valeur de l'entreprise que vous voulez acquérir, on va passer à la structure de l'acquisition de l'entreprise. Donc, je vais commencer par vous parler du concept de la DGC. C'est un élément assez important pour le vendeur qui va vouloir profiter de sa DGC. Donc, je vais vous en discuter. Ensuite, je vais vous comparer brièvement la comparaison entre les achats des actifs et l'achat des actions, peser les pour et les contre, pour finalement vous proposer deux options concernant l'acquisition de l'entreprise. Donc, pour commencer avec la qualification de la DGC, en fait, la DGC, c'est un cadeau fiscal que le gouvernement donne à tous les particuliers. Chaque personne a le droit d'utiliser sa DGC. En fait, pour utiliser sa DGC, il faut détenir les actions d'une compagnie qui est une société privée sous contrôle canadien, ce qui est respecté dans le cas présent. Ensuite, il faut avoir la détention de ces actions-là pendant au moins 2 ans. Donc, ici, M. McShane les détient pendant au moins 2 ans. Il faut que 50% de la juste valeur marchande des actifs soit utilisée activement tout au long de ces 2 années-là. On a supposé que c'était correct aussi. Puis finalement, il faut que le test 90% de la juste valeur des marchands des actifs sont utilisés activement, soit respecté au moment de la vente. Donc pour ça, on a regardé ici le bilan actuel. Avec les sorties qu'on a faites, on a sorti les placements tantôt. On a réduit un peu l'encaisse. En sortant les placements, ça nous permet d'enlever la portion des actifs qui étaient utilisés non activement. Donc on arrive ici avec un test qui est totalement satisfait. Donc 100% de la juste valeur des actifs présentement dans la compagnie sont utilisés activement. Donc M. McShane va pouvoir profiter de sa DGC. On voit ici que le dernier critère est satisfait. Pour faire la comparaison entre l'achat des actifs et l'achat des actions, c'est souvent une question qui est importante de se poser quand on veut faire l'acquisition d'une entreprise. En fait, l'acquisition des actifs, ça comporte certains inconvénients dans le cas présent. Le coût d'achat est nettement plus élevé parce qu'on ne prend pas en charge les dettes de la compagnie. Ensuite, ça empêche au vendeur de prendre sa DGC, ce qui est souvent un gros argument de discussion là, quand on veut peser les pour et les contre des actifs versus les actions. Ensuite, ça entraîne souvent une liquidation de société. Et les impôts donc, sont plus élevés avec cette méthode-là. Ça comporte aussi des avantages. Ça limite la responsabilité personnelle de l'acquéreur quant au passé de la société. Puis aussi, on a une possibilité de majorer le coût des immobilisations, donc ça permet de profiter d'une plus grande DPA dans les années suivant l'acquisition. Par la suite, ce qui concerne les actions, le principal inconvénient, c'est la responsabilité personnelle quant au passé de la société. Mais comme on l'a expliqué, on est capable de pallier à ce risque-là avec le moyen, en utilisant une vérification diligente de l'entreprise, on parvient à limiter ce risque-là. Ensuite, ça comporte plusieurs avantages. Ça permet au vendeur d'utiliser sa DGC. Comme je vous dis, c'est un argument qui est super important. M. McShane veut limiter son impôt à payer, donc on veut vraiment réussir à utiliser sa DGC. C'est une transaction qui est assez simple, une vente d'action. Puis, ça fait une économie aussi sur les coûts administratifs. On n'aura pas besoin de repayer les permis, s'il y a des permis qui ont été acquis, plein de trucs comme ça, les coûts administratifs. Donc, en ce qui concerne la première option, vous pourriez procéder à l'acquisition directe des actions. Donc, le montant visé de la compagnie, comme on a fait l'évaluation, est de 8 millions de dollars. La participation désirée est de 90%. Donc, ici, on voit le schéma de l'acquisition directe. Jessie, vous procéderez à l'acquisition de 9 000 actions A avec un capital versé de 9 000 $ et un PDR donc de 8 millions de dollars.
L'option 2, c'est pas une option qu'on a retenue en fait parce que réussir à avoir une capacité de financement de 8 millions de dollars, on a trouvé que c'était pas quelque chose qui était réaliste. Donc on vous propose une deuxième option qui va être capable de pallier à cette incohérence-là. Donc on va procéder d'abord par un gel, puis ensuite on va avoir une acquisition directe. Donc dans la première étape, on va procéder à l'acquisition de 1000 actions A. En faisant l'acquisition de ces 1000 actions-là, on va les acheter à un montant de 800 000 $. Ça va permettre à M. McShane de profiter de sa DGC. Donc, on va faire une économie d'impôt directement partant sur 800 000 $ de sa compagnie. Donc, comme on voit ici, il va y avoir 1000 actions A qui vont être achetées, capital versé de 1000 $, PDR de 800 000 $. M. McShane va se retrouver avec 9000 actions A. C'est important aussi de penser, avec cette option-là, il va y avoir une augmentation du capital versé qui va être possible pour JC, puisqu'elle dépense un montant de 800 000 $, elle se retrouve avec un capital versé de 1000 $, c'est pas équitable, donc on va être capable d'aller augmenter le capital versé lors de cette transaction-là. Ensuite, ce qu'on vous propose, c'est de faire un remaniement de capital, donc on va émettre des nouvelles catégories d'actions. On va émettre des catégories d'actions P, qui sont non votantes, non participatives, sans droit de vote. En fait, c'est des actions de gel, ils vont être achetables à 1 $ par action. Puis ensuite, on va créer aussi des actions C, des actions super votantes, donc 1000 votes par action, non participative, sans droit de vote et sans dividende. Donc ici, il va y avoir un remaniement de capital. En fait, les actions A vont être changées pour des actions P. On a mis le nombre d'actions qui est équivalent à la valeur des actions. Donc ici, on a les 1000 A pour JC qui se retrouvent en 1000 P. On voit ici que le PDR des actions est de 800 000, la juste valeur marchande de 800 000. On va faire la même démarche pour M. McShane avec ses 7 200 000 actions P. On va échanger les actions qui lui restent, en fait, les actions A, les 9000 actions A, contre 7 200 000 actions P, soit la valeur de ce qui reste en ses mains à lui. C'est important, pendant cette transaction-là, d'inclure une clause de réajustement de prix. Pardonnez-moi. Ça vous permet de limiter le risque concernant une contestation du prix de la transaction de l'Agence du revenu du Canada. Donc ici, on voit par la suite à ça, on va pouvoir procéder à l'acquisition d'actions A. Vu que les actions ont été gelées, la valeur de la compagnie est maintenant de 0. Donc, JC va être capable de procéder à l'acquisition d'actions sans un trop gros moyen de financement. Puis, M. McShane aussi, on va lui redonner des actions pour qu'il y ait encore des actions là, qui donnent droit à la participation, qui donnent droit à la plus-value de l'entreprise, ce qui est important pour le futur, qui tenait à garder 10% de ses actions. Suite à ça, on va faire le roulement, je m'excuse, on n'a pas eu le temps de faire le graphique, mais en fait, les actions P que M. McShane détient, on va les rouler à une compagnie de gestion. En fait, ça va permettre que quand le rachat va se faire par la compagnie, les liquidités vont être versées dans le fond dans la GESCO. Ça va lui permettre de ne pas être totalement imposé. Il va pouvoir totalement imposer sur le rachat de ces actions-là. Il va pouvoir décider la vitesse à laquelle il élimine ses actions par le biais de la GESCO. Ça va lui permettre aussi de reporter son impôt. Il va avoir un meilleur contrôle en fait sur ses revenus qu'il va recevoir. Donc la situation finale, on voit JC qui détient ses actions A, ses actions P. On voit M. McShane qui détient ses actions A. On lui a aussi donné des actions C, parce qu'on s'est dit que M. McShane, présentement, il détient une compagnie. C'est une compagnie qui lui tient à cœur. Donc, on s'est dit qu'il ne voudrait certainement pas laisser totalement le contrôle à son employé, même s'il lui fait confiance. Donc, on lui laisse ici des actions C. Il va pouvoir les garder le temps qu'il veut. En fait, il va pouvoir les annuler peu à peu quand il va considérer que Jessie est prête à prendre totalement le contrôle de la compagnie. Puis on voyait le roulement, là, et c'est détenu par la compagnie de gestion. Donc les avantages de cette option-là, c'est que ça permet à M. McShane d'utiliser sa DGC. Donc c'est vraiment un bonbon fiscal que ça lui permet d'utiliser des actions qui sont qualifiées à la DGC. C'est assez rare en fait. Ça arrive une fois dans une vie, souvent qu'on a ça. Donc ça va lui permettre d'utiliser sa DGC. Le financement est aussi minime pour JC. Il va avoir seulement 800 000 $ à financer. Puis ça permet le report d'impôt pour M. McShane. Donc aujourd'hui, il n'y aura aucun impôt à payer si la transaction se fait. L'impôt à payer, ça va être sur le rachat des actions P dans le futur. Donc ça va être graduel, comme je vous dis. Il va être capable de contrôler ça par le biais de sa compagnie de gestion. Puis ensuite, par le biais des actions C qu'on lui a remis, il garde le contrôle pendant un certain temps. Donc il va être certain que sa compagnie ne s'en va pas à un endroit où il ne voudrait pas que ça aille. Donc, maintenant qu'on a déterminé de quelle façon on allait procéder au transfert, qu'on a déterminé que le financement nécessaire était de 800 000 pour permettre à monsieur de profiter de sa DGC et pour permettre également
que vous soyez capable d'acquérir l'entreprise à un financement moindre. On peut maintenant arriver à déterminer comment on va financer cette transaction-là. Donc, on n'avait pas les détails sur votre capacité d'emprunt. Par contre, vous avez un salaire de 240 000 par année, vous avez votre hypothèque qui est remboursée à plus de la moitié. Donc, vous avez une situation qui est assez stable. Donc, on considère que vous avez une capacité d'emprunt qui est là, qui pourrait se situer autour de 200-300 000. Ce qui va faire qu'on va être capable de vous présenter les options suivantes. Donc, l'option 1, c'était de procéder par un prêt personnel, justement aux alentours de 200 000 c'est en fait ce qui va vous permettre de déduire les intérêts puisque c'est pour l'acquisition d'entreprise. Évidemment, ces intérêts-là vont être déductibles contre du revenu d'entreprise qui va provenir évidemment de cette entreprise-là. Puis, aussi, on va sortir de possibilité, si jamais on trouvait des difficultés à aller chercher du financement pour des choses qu'on ne serait pas au courant, justement, votre hypothèque est remboursée à la moitié, donc vous allez pouvoir réhypothéquer la maison puisque la maison a une valeur de 450 000 et que vous avez une hypothèque de 200 000. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite, vous avez des enfants et on ne veut pas mettre un risque sur votre maison, donc on va y aller avec un emprunt personnel. Et si on ne peut pas, évidemment, votre mère s'est proposée pour vous allouer des fonds. Donc, on va aller voir ça, justement, dans l'option 2. Votre mère détient une compagnie qui s'appelle BCI et elle souhaite prendre ses liquidités dans sa compagnie pour vous financer un 20 de dons et un 80 en prêt. Évidemment, dans la compagnie que votre mère détient, il y a un autre actionnaire égalitaire et il a mentionné qu'il n'était pas du tout intéressé à être impliqué dans cette transaction-là. Donc, c'est une option qui n'est pas vraiment possible de passer de la compagnie et de faire ce prêt-là, justement parce que l'actionnaire pourrait dire bon, ça ne m'intéresse pas là, de m'embarquer dans ça. Et ça ne serait pas équitable. Ce qui va faire que on va passer de la GESCO de votre mère pour faire le prêt. Donc, il va falloir sortir, j'ai le schéma. Il va falloir sortir des liquidités de BCI pour les envoyer vers la GESCO CG qui appartient à votre mère. Et c'est GESCO qui va procéder qui va vous faire un prêt en fait. Évidemment, si on prend des liquidités de BCI par question d'équité, on peut aussi en envoyer dans gestion DM pour que l'actionnaire trouve que ce soit équitable. Donc, c'est une option qui ne va pas impliquer M. Morin dans le sens où les dividendes intersociétés ne sont pas imposables. Donc, lui, il va avoir un 600 000 qui va s'en aller dans sa compagnie, dans sa compagnie de gestion. Il va pouvoir la retirer là, à son gré et déclencher l'impôt lorsqu'il y aura besoin de ces liquidités-là. Ensuite, justement, je suis allée un petit peu vite, les 600 000, pourquoi? Parce qu'on avait déjà 200 000 de capacité d'emprunt, puis votre mère avait mentionné qu'elle ne voulait pas financer au complet, donc elle voulait financer une partie. Et en regardant le compte de CRPG à taux réduit, on voyait que c'est une entreprise qui a beaucoup de revenus, donc il n'y aura pas de problème là, pour prêter le 600 000 $. Et ça va nous permettre également de vider le compte des MRTD, donc d'aller chercher un impôt, d'aller chercher une réduction d'impôt à ce niveau-là, puisqu'il y a l'IMRTD qui est situé à 1 400 000 va permettre d'aller chercher là, en versant 3 $ de dividendes pour 1 $ qui est dans le solde de l'IMRTD. Donc on voit le calcul ici. Donc, également, puisqu'on a un solde dans le compte de ARTG de 4 millions, on va voir que lorsque monsieur va justement prendre ses liquidités de sa compagnie, il va être imposé un taux moindre avec les dividendes non déterminés à un taux de 18 plutôt que 38 %. Également, il faut faire attention, en fait, juste pas nécessairement parce que votre mère fait un prêt, mais parce que elle a le contrôle de sa compagnie et vous, en faisant l'acquisition de 90 % des actions, allez avoir le contrôle de votre compagnie, ce qui fait que vous trouvez à avoir des sociétés rattachées de façon indirectement, puisque votre mère a sa compagnie de gestion. Et donc, il va falloir partager la DAPE, qui est une réduction d'impôt de 500 000 $. C'est juste un petit point qu'on voulait vous mentionner, être sûr que vous étiez au courant de ceci. Également, vous nous aviez demandé de regarder votre dossier fiscal et de voir s'il y avait des ajustements à faire là, au niveau de la compagnie que vous souhaitez procéder à l'acquisition. Donc, évidemment, M. Michel actuellement fait un souper par mois qui revient à environ 5 000 $ par souper. La loi fiscale met une limite à 6 soupers, incluant les soupers de Noël et tout ça. Donc, il y a 6 soupers qui vont se retrouver non imposables. Également, les cours à l'université qui sont payés à tous les employés, bon, peu importe le domaine, on pense pas qu'en fait, il y a des bacs en ébénisterie ou quelque chose comme ça qui va se rattacher. Donc, si ce n'est pas rattaché au domaine,
c'est pas déductible pour l'entreprise, c'est également un avantage imposable pour l'employé. Donc, vous, en faisant l'acquisition, vous allez pouvoir regarder si vous souhaitez garder ce programme-là dans l'entreprise, mais c'est pas quelque chose qui est super avantageux puisque c'est pas déductible pour vous et c'est un avantage imposable pour vos employés. Par contre, ça peut être quelque chose qui les motive à venir travailler pour vous. Également, pour l'automobile qui était utilisée, on va dire qu'il est en dessous, mais ça n'a pas lié, pour l'employé, on disait qu'il n'y avait pas d'impôt à inclure dans son revenu, puisqu'il utilisait l'auto de la compagnie. On a fait le calcul, c'est un 172 $ à inclure, ce qui n'est pas un montant énorme, donc il y avait quand même raison de dire qu'il n'y avait pratiquement rien à inclure. Mais c'est quand même un avantage imposable pour lui, puisqu'il bénéficie d'une voiture et l'utilise minimalement de façon personnelle. Donc, des conseils globalement par rapport au financement et tout ça. On vous conseille, on a parlé précédemment de rouler les placements de la compagnie de gestion, vos placements que vous détenez dans votre compagnie de gestion. Mais avant de le faire, on vous souhaite déclencher un petit gain en capital pour aller chercher les pertes en capital des années antérieures. On ne veut pas les perdre puisque ce n'est pas une entreprise qui fait du revenu de ce type normalement. Donc, on veut l'utiliser tout de suite et d'aller chercher ça de perte en capital. Donc finalement, il faut savoir que quand on s'en va en affaires, puis qu'on est plus qu'un actionnaire, c'est important d'implanter une convention entre actionnaires afin d'éviter les conflits, mettre des raisons en cause de vente, de faillite, de décès. Puis par rapport au décès, ça va être important pour vous d'avoir un bon testament pour pouvoir pallier à des problèmes en cas de décès. De précision. Lors de la présentation, vous avez parlé qu'il y avait des rachats réguliers des actions P de M. McShane. Vous parlez du traitement fiscal parce qu'il va y avoir le rachat de ces actions-là? En fait, le rachat des actions va entraîner un dividende réputé, puis il va aussi entraîner un gain en capital au moment du rachat des actions. Est-ce que vous voulez les chiffres? Ah? Vous voulez les chiffres? Est-ce que vous les avez? Ben, on ne les a pas calculés, mais en fait, le rachat des actions va entraîner un dividende réputé qui va être égal à la somme reçue moins le PDR des actions. Puis ensuite, on va avoir. Je m'excuse. Ça va être proportionnel dans le fond quand c'est racheté, donc en pourcentage de ce qui était racheté. En fait, il va pouvoir faire un gain en capital là, vraiment sur la portion là, où il y avait son PDR, puis le restant va être vraiment un dividende réputé. Moi, en lien avec, vous avez suggéré deux structures. Dans le fond, vous faites soit une vente directe ou une vente incluant un règlement de capital. Laquelle des deux vous me suggérez? C'est la deuxième qu'on suggère. Comme on a dit, il y a beaucoup plus d'avantages à la deuxième. Dans le cas d'une vente d'actions, normalement, ça entraîne une acquisition de contrôle. Je sais pas si vous en avez parlé. Est-ce que vous pouvez dire brièvement les impacts d'une acquisition de contrôle, ce que ça cause? On a 6. Vous parlez dans la position. Quand vous avez vendu les actions, oui. Le contrôle est réputé acquis. Dans le fond, ben, nous, on va acquérir les actions, Oui. puisqu'on est gesté. Puis, dans le fond, on va par le fait même acquérir le contrôle de l'entreprise, puisqu'on va détenir 90% des actions. Puis la dernière question, vous avez parlé de mettre une clause de réajustement de prix au niveau de votre remaniement. C'est quoi le critère que le fixe utilise pour qu'elle soit valide, cette clause? En fait, il faut l'inclure au contrat de vente, comme quoi on fait une clause de réajustement de prix là, pour éviter justement, pour expliquer qu'on transigeait à la juste valeur marchande, pour éviter justement qu'il y ait une double imposition reliée à la transaction. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une évaluation? L'évaluation, en fait, qu'on a procédé, puisqu'on est un cabinet, donc l'évaluation va être. Est-ce que Jessie a une gestion? Parce que j'ai entendu parler de la compagnie de gestion de Jessie un petit peu à la fin, mais je ne la voyais pas nécessairement au début. En fait, on ne l'a pas mis, mais il y a une compagnie de gestion qui va se créer automatiquement quand on va vouloir augmenter le CV des actions qu'elle a achetées, les actions A au début. Donc, on va avoir une compagnie de gestion pour ça. Mais la compagnie de gestion qu'on partait à la fin, c'est la compagnie de gestion de la mère de Jessie, en fait, qui va octroyer le prêt à Jessie. Est-ce que vous avez envisagé une autre méthode de financement tout d'un coup que M. McShane, ils ne veulent pas demeurer autant à risque là, dans le futur de son organisation? Parce que dans le fond, ça se trouve être lui qui finance
est-ce que tu te l'achat par les actions de catégorie B? En fait, on avait pensé peut-être à un leverage buyout, donc de créer une compagnie de gestion puis de financer en mettant en garantie les actifs, mais c'est une solution qui est plus ou moins plausible cette fois-ci parce que ce qu'on projette, c'est une acquisition de 90% des actions. Donc ensuite, la fusion là, inclus dans les leverage buyout est plus ou moins possible. Puis, qu'est-ce qui arrive avec la DGC en fait de leverage buyout? Avec la DGC. La DGC. Ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, la compagnie de gestion qui va fusionner avec la compagnie qui est sous, on va garder son PBR, son CVL, donc pas de DGC possible. Ça posait un petit problème, le fait que Gestion Cataluna prête de l'argent à Jessie personnel à cause du partage de la DAF. Est-ce qu'il y a une autre façon qu'on pourrait penser de le structurer, s'il y a l'ouverture, par exemple, de l'autre actionnaire? Évidemment qu'ils reprennent un petit peu de contrôle pour que la mère se retrouve à ne plus avoir le contrôle de sa compagnie. À ce moment-là, ça ne sera plus des sociétés rattachées. Oui, sinon.